L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça a été bien plus qu'une simple alternance politique. C'était un séisme. Vraiment. Un événement qui a ébranlé les fondations de l'ordre mondial qu'on connaissait depuis 70 ans. Aujourd'hui, on va se plonger dans la politique étrangère de cette présidence. Mais on va l'aborder d'une manière un peu particulière. On va suivre la piste de notre source principale qui suggère qu'on ne peut pas comprendre les décisions géopolitiques sans s'intéresser de très près à la psychologie du dirigeant. Les deux, en fait. La stratégie et la personnalité. C'est devenu indissociable. Notre objectif, c'est donc de décortiquer ça, de voir comment le caractère d'un seul homme a pu remodeler les équilibres du monde. C'est une approche, oui, essentielle, parce qu'on est face à une rupture, et pas seulement politique, mais philosophique. La vision du monde portée par Donald Trump était en opposition, mais frontale, avec celle de tous ses prédécesseurs, qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est cette rupture de logiciel, voilà, cette nouvelle grille de lecture du monde qu'il faut absolument saisir pour comprendre la logique, même derrière des décisions qui ont pu paraître, disons, chaotiques. Justement. Commençons par là. Le slogan « America First », tout le monde le connaît. Mais notre analyse suggère que ce n'est pas tant une doctrine politique très structurée. C'est plus un état d'esprit, une vision du monde presque viscérale. Alors, décortiquons ça. Qu'est-ce que ça signifie au fond? Vous mettez le doigt dessus. C'est avant tout une vision du monde, profondément pessimiste. L'idée centrale, c'est que le monde, ce n'est pas une communauté d'intellect partagé, non. C'est une arène de compétition féroce. Et dans cette vision, les États-Unis, ils ont été les grands perdants de la mondialisation. Ils auraient été bernés par leurs alliés qui profitent de la protection américaine sans payer le juste prix, exploités par des rivaux comme la Chine, et puis entravés par les institutions internationales. Des institutions qu'ils ont pourtant créées, mais qui sont vues comme des cartons. Ah, d'accord. Donc si je comprends bien, chaque accord, chaque alliance est perçue comme une arnaque potentielle. Ça doit changer radicalement la façon de faire de la diplomatie, ça. Il n'y a plus de place pour des partenariats où tout le monde serait gagnant. C'est exactement le cœur du réacteur. On entre dans ce que les théoriciens appellent un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle. Oui, ce que l'un gagne, l'autre le perd. Forcément. La coopération où tout le monde y trouve son compte, c'est vu comme une illusion. Du coup, chaque négociation, qu'elle soit commerciale, militaire, peu importe, elle n'est plus jugée sur la stabilité mondiale ou des valeurs communes. Non, la seule question, c'est « What's in it for us ?» Quel est le gain immédiat, tangible pour l'Amérique? C'est une logique purement transactionnelle. Voilà. On abandonne le leadership américain qui garantit un ordre stable pour une posture de négociateur en chef qui veut gagner chaque deal. On pourrait penser que c'est une sorte de retour à l'isolationnisme, l'Amérique qui se replie. Mais la source, elle, utilise une expression beaucoup plus forte. Oui, et la distinction est capitale. Ce n'est pas un isolationnisme classique, pas du tout. Les États-Unis ne se sont pas retirés du monde, au contraire. La source parle d'unilatéralisme agressif. C'est-à-dire que l'Amérique reste très engagée, mais elle le fait uniquement selon ses propres termes. Elle refuse d'être liée par des règles collectives. C'est pour ça que l'administration Trump a toujours préféré les relations bilatérales, le face-à-face. Dans ce cadre-là, le rapport de force est bien plus direct, et il parle du principe que les États-Unis auront toujours le dessus. Le multilatéralisme, avec ses compromis, tout ça, c'est vu comme une faiblesse. Et j'imagine que les premiers à en avoir fait les frais, ce sont les alliés historiques. J'étais frappé en lisant notre source par le changement de vocabulaire. On ne parle plus de partenaires, mais de clients. De clients, exactement. Concrètement, ça s'est manifesté comment, par exemple, au sein d'une institution comme l'OTAN? Alors là, ça s'est manifesté de façon brutale. Brutale. Et spectaculaire. L'OTAN a été soudainement réduite à une simple transaction financière. Toute la discussion s'est cristallisée sur ce fameux objectif des 2% du PIB. Pour la défense, pour Trump, les pays qui n'atteignaient pas ce seuil n'étaient pas des alliés moins investis. C'était des mauvais payeurs. Ils devaient une dette à l'Amérique. La solidarité, l'article 5, tout ça, ça a été remis en question publiquement. Le message, en gros, c'était « payer ou on ne vous défendra peut-être pas ». Le choc. Imaginez le choc, oui.
à Berlin, à Paris, dans les pays baltes. Ça a créé une fissure de confiance immense et une incertitude qui est encore là aujourd'hui. Et pendant que cette fissure s'élargissait avec les Alliés, toute l'attention s'est reportée sur le rival désigné. La source est très claire là-dessus, hein. Le changement de paradigme vis-à-vis de la Chine, c'est probablement l'héritage le plus structurant de cette présidence. Absolument. C'est une rupture historique. Pendant près de 40 ans, la politique américaine reposait sur un pari. Le pari, c'était, en intégrant la Chine dans l'économie mondiale, on finirait par la faire converger politiquement, la libéraliser. L'administration Trump a tout simplement décrété que ce pari était un échec total. Pékin n'est plus un partenaire, ni même un concurrent, c'est un rival stratégique global. La guerre commerciale avec les droits de douane massifs, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. C'était le symbole d'une nouvelle ère, une ère de confrontation assumée, partout. Et d'ailleurs, cette posture de fermeté, c'est un des rares points qui a été largement repris par l'administration suivante. Cette logique de la rupture, de la confrontation, on la retrouve, mais appliquée d'une manière complètement différente sur un autre échiquier crucial, le Moyen-Orient. L'analyse parle d'un réalisme brutal. C'est le terme parfait. On a assisté à une mise à l'écart, quasi totale de la question palestinienne, alors que c'était la clé de voûte de la diplomatie américaine dans la région depuis des décennies. Les décisions ont été spectaculaires, unilatérales. Reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, déménagement de l'ambassade. L'idée, c'était de dire: ce conflit est insoluble, arrêtons de perdre du temps, on va reconfigurer la région sur la base des rapports de force, des intérêts communs. Et c'est la logique qui sous-tend les fameux accords d'Abraham, n'est-ce pas? Si on ne peut pas résoudre le vieux problème, on le contourne. Précisément, les accords d'Abraham sont l'illustration, mais parfaite, de cette diplomatie transactionnelle. L'objectif, c'était de normaliser les relations entre Israël et plusieurs monarchies du Golfe et d'autres pays arabes, mais pas sur la base d'idéaux de paix. Non, sur la base d'intérêts très très concrets. D'un côté, l'accès à la technologie israélienne, de l'autre, et c'est le plus important, la formation d'un front commun contre l'ennemi partagé, l'Iran. On a créé une nouvelle architecture de sécurité en ignorant délibérément le conflit historique. Justement, en parlant de l'Iran, là aussi, rupture totale avec le retrait de l'accord sur le nucléaire de 2015. Quelle était la stratégie derrière ça? La stratégie, c'était la pression maximale. Dans la vision de l'administration Trump, l'accord de 2015, c'était une terrible affaire, un compromis, donc une faiblesse qui donnait de l'argent et du temps à l'Iran. En se retirant de l'accord et en réimposant des sanctions économiques extraordinairement dures, l'objectif était d'étrangler l'économie iranienne pour forcer le régime à revenir négocier un accord beaucoup plus contraignant. Et le résultat, d'après notre source? Le résultat, c'est que la politique n'a pas atteint ses objectifs. Le régime iranien ne s'est pas effondré. Et il ne s'est pas plié aux exigences américaines. Au contraire, en réponse, Téhéran s'est progressivement affranchi des limites de l'accord et a considérablement accéléré son programme d'enrichissement. Au final, cette stratégie a provoqué une escalade des tensions et a laissé la situation plus dangereuse qu'avant. Ça montre bien les limites d'une diplomatie qui mise tout sur la force. Quand on regarde toutes ces décisions, le rapport aux alliés, la Chine, le Moyen-Orient, on sent une sorte de cohérence, presque une obsession. Et c'est là que la source nous dit qu'on ne peut plus seulement regarder la carte du monde. Il faut se tourner vers la psychologie de l'homme. Oui, et c'est un terrain délicat que l'analyse aborde avec beaucoup de prudence. Il ne s'agit pas de faire un diagnostic psychiatrique à distance, évidemment, ce serait inapproprié. Il s'agit d'observer des traits de comportement, des traits publics documentés, et de voir comment ils ont directement influencé la politique étrangère. On observe une hyper-personnalisation du pouvoir. En fait, les relations internationales, ce ne sont plus des rapports entre États, ça devient des relations personnelles entre dirigeants. La diplomatie devient émotionnelle. Un leader est un ami ou un ennemi, en fonction de sa relation personnelle avec le président, ce qui nous semble extraordinairement imprévisible. Et au-delà des émotions, il y a un autre élément que la source met en avant comme étant profondément déstabilisateur. C'est le rapport à la vérité factuelle. Qu'est-ce que ça change sur la scène mondiale quand la parole du dirigeant de la première puissance mondiale devient fluctuante? Ça change tout. Absolument tout. La diplomatie, ça repose sur la crédibilité. La parole d'un État, c'est un actif stratégique. Quand le président des États-Unis fait une déclaration, tout le monde doit pouvoir la prendre au sérieux.
Mais quand les déclarations sont contradictoires d'un jour à l'autre, ou manifestement fausses, un brouillard stratégique s'installe. Personne ne sait plus ce qui est une position officielle, un ballon d'essai, une tactique ou une simple impulsion. Les alliés sont paralysés par l'incertitude, et les adversaires, eux, sont tentés de tester les limites en permanence. C'est un secteur d'instabilité majeure. Ce comportement a d'ailleurs mené à une situation totalement inédite que rapporte la source, la prise de parole publique de centaines de professionnels de la santé mentale. C'était sans précédent en effet. Et leur démarche était éthiquement très cadrée. Ils ont refusé de poser un diagnostic, mais ils ont utilisé leur expertise pour alerter sur des schémas comportementaux observables. L'impulsivité, une très faible tolérance à la critique, à la frustration, des réactions qui semblaient, disons, déconnectées des enjeux. Et en faisant ça, ils ont ouvert une boîte de Pandore. Ils ont soulevé une question fondamentale pour nos démocraties, avec l'immense pouvoir concentré dans les mains d'un seul individu. Avons-nous les garde-fous nécessaires face à un dirigeant dont le comportement est jugé erratique ? C'est une question absolument vertigineuse. Mais est-ce que c'est juste de tout ramener à la personnalité d'un seul homme ? L'analyse suggère que ce serait une erreur, qu'il est aussi le produit d'un système. C'est le point de vue le plus nuancé et le plus juste, je pense. Donald Trump n'est pas apparu de nulle part, il est aussi le symptôme, le produit d'évolutions profondes. Un système politique qui favorise la polarisation, un système médiatique qui carbure à la confrontation, au spectacle. En ce sens, notre source le décrit comme un révélateur. Il n'a pas tout créé, non, mais par son style, ses actions, il a mis en pleine lumière des fractures qui existaient déjà. Un révélateur. Un révélateur de quoi ? Précisément. Il a révélé plusieurs dynamiques. D'abord, une forme de fatigue impériale d'une partie de l'électorat américain, lassé du rôle de gendarme du monde. Ensuite, il a exposé la crise latente du multilatéralisme qui peinait déjà à répondre aux grands défis. Et enfin, et c'est peut-être le plus troublant, il a révélé la fragilité de nos institutions démocratiques. Il a montré qu'un dirigeant déterminé à ne pas respecter les codes, les normes, pouvait mettre à rude épreuve des systèmes qu'on pensait bien plus solides. Pour résumer, ce que cette analyse nous montre, c'est que la présidence Trump a fait plus que changer la politique étrangère américaine, elle a fait exploser la frontière qu'on croyait étanche entre la psychologie d'un individu et l'ordre mondial. On a vu concrètement comment les obsessions, le tempérament d'un seul dirigeant pouvaient avoir des conséquences directes sur la guerre et la paix. On est peut-être entré dans une nouvelle ère beaucoup plus instable où la géopolitique est devenue profondément et dangereusement personnalisée. C'est exactement ça. Et c'est pourquoi la question finale que pose notre source est si pertinente. Et, il faut le dire, assez inquiétante. Elle dépasse le cas d'une seule personne, d'un seul pays. Elle nous interroge tous pour l'avenir. L'analyse nous laisse avec cette pensée à méditer. Un ordre mondial stable peut-il encore reposer sur la présupposée stabilité psychologique de quelques dirigeants ?